Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Tommy François, également d'Alex, et nous allons parler de Lumines et du studio Q. Bienvenue dans Extra Life. Tommy, déjà, ça fait plaisir de te recevoir en plateau. Donc, il y a pas mal de gens, à mon avis, ici. Flashback, ouais. Il y a pas mal de gens ici qui te connaissent, hein. T'es passé à Game One, etc. Est-ce que tu peux nous faire une sorte de mini topo, on va dire, de ton parcours dans le jeu vidéo? Sachant que tu as commencé dans la presse. Ouais, avec toi, dans la presse papier, au même moment, Gen 4, ST Max et des consoles, Banzai, Supersonic. Mais enfin, grosso merdo, mon parcours, c'est celui d'un passionné qui commence dans la presse papier. À 21 ans, vous aviez quel âge? On avait 20 piges. On avait 20 piges à l'époque. Moi, on n'est pas beaucoup plus vieux que ça, hein, d'ailleurs, aujourd'hui. 17 ans plus tard. Non, j'ai 21 ans. Merci de le balancer comme ça. Ouais. Non, moi, à l'époque, je faisais des trucs à côté avec Stéphane Kaufmann et Laurent Gardère. Et toi aussi, d'ailleurs, tu l'avais fait pour une émission qui s'appelait Micro-ondes, qui était sur la dernière Halo Libre de Paris, ici et maintenant. La radio. Je collaborais sur Cyberculture et sur Cyberflash, qui étaient deux chaînes de C2 points, avec Eric Ramarosson et Marcus, d'ailleurs, qui m'a appris à faire mes premières saisies vidéo. À l'époque, c'était du Toriyama pour faire une rétrospective de Toriyama dans le jeu vidéo, avec du Chrono Trigger et des choses. À l'époque, c'était pas des cartes de capture, c'était des gros magnétoscopes, des consoles. Ah oui, non, ça n'avait rien à voir. C'était, moi, je connaissais rien, hein. Je venais du papier, je savais écrire. Donc, et d'ailleurs, je l'appelais Marc Lacombe, je savais même pas qu'il s'appelait Marcus à l'époque. Donc, des années après, quand j'ai recroisé Marcus, je ne savais même pas que c'était Marcus jusqu'à ce que je l'ai vu. On m'en parlait. Je dis, ah oui, d'accord, c'était toi le mec de. Donc, ça, c'était drôle. Après ça, moi, je suis parti aux États-Unis, être correspondant à l'étranger pour Playmag. Non, j'ai commencé par Playmag, Ciné Live et des trucs comme ça, puisque j'avais été débauché. Cyberpress Publishing, c'était des anciens joysticks. Moi, j'ai couché avec tout le monde, faut quand même le savoir. Derrière. Et je suis en effet changé. Au bout d'un moment, je suis revenu après Image parce que j'étais quand même triste. C'était mon premier amour et j'adorais. C'était une époque grandiose parce que on dormait au bureau. On jouait tout le temps, on jouait à Duke Nukem, à Bomberman, c'est là qu'on est devenu bon en jeux vidéo. Et pendant ce temps-là, j'ai commencé à bosser en production dans le jeu vidéo à Shiny Entertainment. Je faisais de producteur et designer, donc là-bas, j'ai travaillé sur la fin d'MDK, sur Messiah, sur Sacrifice, sur Stone Copter, sur Wild Nines. Donc ça, c'était hyper chouette. C'était surtout très international. Il y avait des Danois, des Suédois, des mecs de partout. C'était à peu près quelle époque? Ça, c'était de 95 à 2000 à peu près. C'est ça, hein c'est ça. Ok. 95 à 2000. Je suis rentré en France. J'ai fait un épisode start-up chez un truc qui s'appelle You Are Wired. Bon, je sais même pas si c'est la peine d'en parler, mais internet. C'était juste drôle d'en parler parce que je suis parti en vacances. J'ai appelé pour prendre des nouvelles. On m'a dit que la boîte était fermée. Donc ça, c'était cool. C'était la fameuse bulle internet dans les années 2000. J'ai été bosser avec Zilam Animation, je bossais avec Sébastien Hamon, qui on passe un bonjour ou qui soit aujourd'hui, qui en fait est un grand ami à nous, un des plus grands, enfin une des plus belles pattes du jeu vidéo, je trouve, en termes d'écriture. Toi, c'est même lui qui m'a inspiré à faire de la presse. Ouais, tout à fait. Parce qu'il admirait son écriture. Très respecté, Joystick, qui est parmi nous malheureusement. Il était aussi correspondant aux États-Unis, donc en fait, comme on était tous les deux, lui là-bas pour Joystick, moi pour Presse Image, on se rencontrait souvent partout et on traînait beaucoup ensemble. Puis c'est un fou, c'est un gars que j'adorais. Et j'ai été bosser avec lui, avec Zilam, où là je m'occupais j'étais producteur nouveaux médias, donc c'était faire des jeux en flash, des sites aussi, du démarrage de nouveaux concepts, des séries. Alors malheureusement elles se sont pas toutes faites et tout, mais ça a été une bonne époque. Je m'en souviens surtout parce que j'explosais les scores de Seb sur sa borne Galaga. La borne Galaga. La fameuse borne. Et oui d'ailleurs, il en avait fait un 48 heures sur Game One où il parle de moi et de l'enculé, dit-il. C'était toi? C'était moi, voilà. Qui, dès que Seb était pas dans son bureau, je venais puis j'explosais son score. C'était mon grand kiff pour l'énerver. Et de là, j'ai pris un break. En fait, j'ai pas travaillé pendant 6 mois. C'est l'époque où Callisto ferme et tout ça, et j'avais le choix entre retourner faire de la presse, ça a toujours été mon truc, ou retourner dans la prod, jeux vidéo, et puis j'avais du mal à trouver. Tout simplement, j'ai eu genre un contrat de Callisto et je reçois le contrat et entre-temps la boîte ferme. C'était que des histoires comme ça, un studio qui s'appelait Polygon Studios, mais ça n'avait pas fonctionné. Et j'ai eu une recruteuse qui m'a appelé pour l'aider à trouver des journalistes pour une chaîne télé. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai référé des potes pour aller bosser à Game One parce que moi ça m'intéressait pas. À la base, en tous les cas, et elle cherchait un profil qui avait fait de la production et de la presse. Et puis au bout d'un moment, mes potes ont été voir là-bas, ils n'ont pas été pris. Puis elle me dit, mais tu veux pas, toi,
venir dessus. Je dis, ben non, je peux pas, j'ai affaire à mes potes. Et puis, j'ai appelé mes potes pour le leur dire. Ils m'ont traité de con. Ils m'ont dit, mais vas-y. Donc, j'y suis allé. Et puis voilà, j'ai démarré à Game One et ça a duré 5 ans, sans déconner. Donc ça c'était bien. J'ai fait venir Thierry avec qui j'ai des super potes. Et puis c'est là que je vous ai rencontrés. Voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. On est arrivé. Lui, il a bossé sur Pikmin Story à l'époque. C'était son premier sujet. C'est comme ça que je t'ai fait venir. C'est là que tu as rencontré Pili aussi, Philippe Neg, qui était le monteur de ce truc-là. Et après 5 ans là-bas, moi j'ai kiffé. Hein. Le but d'aller à Game One, c'est que je dis toujours que mon père, il comprend rien aux ordinateurs et au métier que je fais. J'arrive jamais à lui expliquer ce que je fais. Là, il pouvait voir. En fait, en télé, ça partait plutôt de ses papas. Il a même peur d'un PC parce que ça garde l'heure quand on l'éteint. Ok, donc quand j'étais gamin, il aimait pas passer à côté du PC à cause de ça. D'accord. Et je suis toujours. Et dans ma famille, pareil, quand j'essaie on vient de Normandie, des États-Unis, t'expliques à tes grands-parents ce que tu fais, les gens te regardent comme ça, et puis même les plus petits, mes petits cousins et tout ça, disent alors un jeu vidéo. Par exemple, je me souviens d'un cousin qui m'a dit alors Gran Turismo, j'ai réfléchi, ça a dû se faire 2 artistes, un programmeur, t'es l'agent. Pas vraiment. Et donc Game One, c'était l'occasion comme de faire découvrir aux gens à travers les docs, parce que moi c'était ça. Mon premier intérêt de venir à Game One, c'était de faire du doc, du focus, des émissions comme ça, parce que c'est comme le cinéma. Si les gens ne savent pas comment ça se fait, on peut jamais comprendre et on ne sait pas exactement quelle est la difficulté, le challenge, les métiers qu'il y a. Les jeunes, ils ont envie de bosser là-dedans. Donc moi, c'était le gros truc. Alors on a été là-bas, il n'y a pas de thunes, donc on a tous fini par faire du plateau. C'est un peu pour ça qu'on a démarré. C'était pas par prévu à la dépit. base. C'est pour ça qu'au début, on était nullissime et que je me souviens, on se faisait engueuler par Bière Boulet parce qu'on préparait des émissions, on mettait des screenshots, comme quand on était dans la presse papier. Et tu te souviens, il était là genre, mais mec, c'est pas possible. Faire des saisies. Donc on a fait ça un certain nombre d'années, on s'est bien marré. Ça a quand même été une belle aventure. Après, ça s'est fini un peu en cacaboudin parce que... J'en profite pour le dire, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais c'est vous qui m'avez fait bien travailler à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on me donnait de temps en temps une petite critique de jeu, on appelait ça un test. J'en avais un tous les 36 du mois. Et vous m'avez vraiment donné des vrais trucs à faire. Vous aviez créé un pôle doc où vous m'avez impliqué. Vous m'avez dit allez vas-y. C'était Pocket Chami. À l'époque, nous, en débarquant à Game One, on a regardé un petit peu aussi les programmes qui se faisaient. Et puis il y en a un qui sortait du lot. Clairement, c'était Mémoire vive. J'ai pas de bêtises. Ça n'existait plus. Ça n'existait plus, mais c'était les vieux trucs en fait. On regardait les vieux trucs et on essayait de chercher des mecs qui adoraient vraiment le contenu. Parce que moi, je pense pas qu'on parle d'un média si on l'aime pas. Et surtout qu'on n'a pas envie d'aller dans le détail. Et donc à ce moment-là, c'est vous qui défendiez ces projets-là par rapport à la direction. C'est-à-dire que pour moi, c'était plus compliqué étant geek et très asocial. J'avais du mal à défendre les projets et c'est vous qui le faisiez pour moi. Et c'est ça qui m'a permis de les faire. Oui. C'est clair qu'on les a pourris, qu'on a passé un temps de fou dans le bureau des concernés. Donc, merci. Après Game One, je suis parti à Ubisoft. En fait, je suis retourné faire ce que j'avais l'intention de faire avant de faire de la télé et qui était donc de rebosser. Là, pour moi, c'était bien parce que je bossais en France. C'était une autre culture. Moi, j'ai toujours trouvé ça passionnant que dans les pays différents, il y ait des cultures de création qui sont différentes. Donc, à Shiny, c'était une culture, à Exilam une autre, à Pressimage une, à Game One une autre. Et là, de bosser chez Ubi, qui en plus est un des derniers éditeurs européens, au final, à faire concurrence aux Américains, en particulier, pour parler d'eux, un peu moins les Japonais, parce que c'est pas, enfin, moi, j'estime que c'est pas vraiment de la concurrence, c'est une complémentarité. Donc, du coup, oui, c'était une super occasion. Donc là, j'étais à Ubisoft et j'ai commencé en m'occupant du développement de tous les nouveaux projets d'Ubi. Et puis, j'ai créé un pôle qui s'appelle Ubi IP, dans lequel on fait pas que les nouveaux projets. Je m'occupe aussi de toute la déclinaison en transmédia, les films, les trucs. Et puis, on s'assure aussi d'essayer de faire des meilleurs jeux, pas que des portages, des trucs qui sont complémentaires, qui te font découvrir une autre facette de l'univers, telle chose, de faire de la quali, qu'est-ce qui est iconique, enfin bon, essayer de faire des bons jeux, quoi. Qu'est-ce qui est iconique? D'accord. Par exemple, les champignons d'un Mario. Tu vois, c'est un truc iconique, on les remplacerait pas dans un autre jeu. Mais ça, s'il y a personne qui obsède là-dessus dans une société, tu sais, quand il y a une nouvelle équipe qui arrive, des nouveaux gars, ils pensent toujours qu'ils vont faire mieux que celui d'avant. Donc leur premier réflexe, c'est plutôt de le changer. Et c'est pas un manque de respect envers les fans, c'est juste, je peux faire mieux. Tu vois, c'est un truc naturel. T'arrives, t'as un nouveau taf, t'es là, genre, bah ouais, je vais vous montrer que je peux faire mieux. Sauf que il y a des choses, on sait jamais où il faut pas surinnover, il faut pas tout changer, sinon un Mario c'est plus un Mario et un Dragon Quest c'est plus un Dragon Quest. Le jour où on enlève les slimes de Dragon Quest, je ne jouerai plus. Donc c'est comme ça. On les appelle les gluants en France, malheureusement. Parle-nous un petit peu, du coup tu fais beaucoup de relationnel avec des studios de développement, énormément. Type Q. Alors, est-ce que tu veux me parler un petit peu de la relation avec Mizuguchi, avec des Japonais, ce qui ne doit pas être évident non plus, et comment tu travailles exactement avec eux? Et quel était ton premier contact déjà avec Q, tout simplement?
Alors, premier contact, c'était au TGS 2009, je me plante peut-être sur les dates, mais je crois que c'est à peu près ça. Je connaissais déjà Mise du temps où j'étais dans la presse, parce qu'au moment de la sortie de Lumines PSP, j'avais fait des interviews, je bossais à Game One et j'avais voulu mettre le clip sur MTV et toutes ces choses-là. Donc on avait un petit historique, il est venu me voir, et puis il faut quand même savoir qu'à la base, je suis un ultra méta-fan de Rez, et en plus je mixe de la musique électro. On suit un Game One. Le Transvibrator. Il avait ramené le Transvibrator. Exactement. J'étais à fond du Transvibrator, j'avais la bande originale, j'essayais de faire découvrir de la musique électro, il y a Kanichi, il y a des mecs que j'adore de toute manière sur cette bande originale. En plus je mixe de l'électro dans mon temps perso, enfin bon, c'est le jeu pour moi, de toute manière. Et puis, et donc je l'adorais. Donc au Tokyo Game Show, j'essaie toujours de rencontrer un maximum de développeurs et voir s'ils ont des concepts. Moi, je considère que mon taf, des fois, c'est aider à ce que les choses existent. Ça semble con, mais dans la création, c'est sans doute le plus important parce que si t'as pas les contacts, que tu sais pas t'y faire, et puis il faut beaucoup d'énergie pour aller vendre du projet à droite à gauche. Et tu sais, je connais 700 créateurs qui ont vu 800 compagnies. Et ils appellent, ils sont pas rappelés, rien. Enfin, tu vois, tout tombe dans des sortes de void et les choses se font pas. Donc moi, j'étais dans le principe plutôt, bon, écoute, on va aller chercher, je vais essayer de championner ces trucs-là. J'ai rencontré Mise qui, à l'époque, m'a montré son idée. Ça s'appelait Eden, avant de s'appeler Child of Eden. Puis il me dit, voilà, j'aimerais bien faire une suite, mais bon, je sais pas encore trop comment, ni quoi, ni quel thème, et qu'est-ce que t'en penses? Alors, il y a une partie de moi qui, je trouvais ça bien pour Ubi, parce que c'est des jeux créatifs, c'est bon pour l'image, on peut être fier de faire des jeux comme ça. Ça peut attirer d'autres créateurs parce qu'ils voient qu'on prenne des chances sur des choses où d'autres éditeurs ne prendraient pas de chance. Je lui ai dit, bah, écoute, ok, et on a pris 4-5 mois pour travailler la vision créée ensemble, les thèmes, on savait qu'on voulait quelque chose dans le contexte de l'actrice, plus positif et tout. Donc ça a commencé par énormément de coups de fil, On a préparé le 6 janvier 2010, on l'a présenté à Yves Guillemot, qui est notre président, et Serge Asquette, qui est mon patron, le directeur créatif monde d'Ubi. Ah, c'était drôle comme réu, quoi. Il y avait plein de trucs tripés sur les murs et tout ça. Et on leur a vendu Child of Eden. Ils ont dit oui tout de suite aussi parce qu'ils ont un respect énorme pour le travail de Mizoguchi. Il est ultra fan de Lumines, Serge, ultra fan de Sega Rally, ultra fan de tous ces jeux. C'est un mec qui a le flow en lui. En fait, le flow, c'est le terme qu'on utilise pour dire la notion de plaisir, en fait, quand on joue à un jeu vidéo. Donc on a fait ça, et alors là, c'est énormément de voyages au Japon. Et à la conception, donc il faut se parler presque tous les jours, parce que quand tu parles en création, si tu utilises de mauvais mots, t'es mal compris. En plus, quand tu parles deux langues différentes, ça va très vite pour que quelque chose soit mal compris. Et puis, en plus, Mizoguchi, c'est un mec qui prend son rythme. Donc il faut l'accompagner dans ça. Il aime bien se ressourcer dans les bambous. Je l'avais déjà raconté à Thierry dans le cadre d'une interview. Voilà, c'est nous est arrivé d'aller dans la forêt, nous asseoir au milieu des bambous, écouter le vent faire c'est quand même sympa, parce qu'en tant que journaliste, on a moins l'occasion de le faire, ça, quand même. Ouais, non, mais vous faites trimballer en voiture, là, c'est quand même 2 heures à écouter les bambous, bon, non, t'es là, genre, ok, mais tu pars. Donc, on s'est vachement inspiré, on a prototypé, on est revenu vendre une vision créative, et là, c'est faire un jeu, c'est du prototypage, c'est dur, il faut couper plein de trucs que t'avais envie de faire parce que t'as pas le temps, il faut le faire dans des contraintes parce que tu sais que ces jeux-là, c'est que bien en 60 images secondes, donc tu peux, c'est beau, mais il faut quand même trouver une limite parce que tu veux que ça tourne dans la trame et que tu aies vraiment l'impression que ce soit toi qui sois au contrôle. En même temps, Kinect à l'époque était annoncé, et là ça a été une idée de Yves qui nous dit mais vous avez pas envie d'essayer sur Kinect pour amener quelque chose de nouveau? Il a eu bien raison. En plus il y a des programmeurs à Ubi qui travaillent à la direction, qui aident les équipes à faire de la recherche et développement, et comme les mecs étaient aussi fans de Mizoguchi, ils ont fait une nuit blanche et ils ont recodé le premier niveau de Rez pour le faire marcher avec Kinect. Donc le mise le lendemain matin. On pourra le downloader un jour ce premier niveau. Mais même, je dirais, c'était pas exactement Rez, c'était la mécanique, et on retrouvait l'ambiance Rez, c'était lui montrer le type de gameplay à la Rez, à la Panzer Dragoon, ces trucs-là, ça peut marcher avec Kinect. Et quand il a fait ça, c'est un gamin Miz. Mais alors, donc toi t'es fan de Rez, et donc visiblement à Ubisoft il y a plein de gens qui respectent Mizoguchi et Rez, mais je crois qu'il a pas bien marché Rez à l'époque. Est-ce que c'était pas flippant de se dire on fait la suite d'un jeu qui est ultra respecté mais qui n'a pas été énormément vendu? Ouais, mais alors après, moi j'en ai beaucoup parlé avec Mise, et puis il faut comprendre que quand faut comprendre une chose. Je ne vais peut-être pas dire ça, mais il y a des fois quand les jeux se vendent pas, c'est pas forcément qu'ils sont pas bons. C'est aussi que pour parler de Rez, comme ça, Rez, ça a été fait par Sega Japon. On pourrait penser que normalement donc c'est Sega États-Unis, Sega Europe derrière qui est censé commercialiser le jeu, et quand on ne connaît pas ce milieu, on se dit bah tiens.
Ça doit se faire naturellement. Ça doit se faire naturellement. Non, il ouais. faut que Sega Japon le vende à Sega US. Donc déjà, les États-Unis étaient là, genre, en tout cas c'est Miz qui m'a raconté comme ça. Il me dit non mais attends, ils en voulaient même pas, ils ont mis 5000 exemplaires en place. Après Sega Europe n'en voulait même pas, c'est pour ça que c'est Sony qui a fait la version PlayStation 2. Et là aussi chez Sony ils l'ont fait, mais un jeu vitrine, donc il n'y a pas eu énormément d'exemplaires mis en place. Donc déjà il y avait ce premier truc qu'il fallait anticiper. Donc comment faire? Et ça commence par faire que tous les gens dans ta boîte où tu travailles qui fait le jeu, donc là en l'occurrence pour Child of Eden c'est Ubisoft, adorent le jeu. Comme ça tout, et le comprennent. Ouais. Donc moi, une grande partie de mon travail sur le développement de Child of Eden, il a été de faire ce que je pense que je fais bien en fait. Aller convaincre les gens que s'ils bossent pas sur ce truc-là, ils ont rien compris à la vie. Donc, grosso merdo, j'avais beaucoup de chance parce qu'en plus, comme c'était Mizuguchi, c'était plus simple que dans une autre situation. Donc, on a des programmeurs, des ergonomes, des gens qui ont donné de leur temps perso, en plus des projets qu'ils faisaient pour aider le projet. Et du coup, il y a une sorte d'effet boule de neige. Et franchement, le plus beau support qu'on ait eu, et ça c'est très très important, c'est la conférence de l'E3, donc là en 2012, 2011, 2010, en l'E3 2010, où Yves nous a donné la chance d'ouvrir Child of Eden, parce qu'à l'époque Child of Eden avait commencé, on avait un niveau fini, puis franchement c'était fun à jouer, c'était Matrix, c'est la Matrice, le niveau fini. Et il dit, et si on ouvrait la conf d'Ubisoft là-dessus? C'était une surprise pour les gens parce qu'ils savaient pas. Ils avaient vu Mizuguchi l'année d'avant à la caméra, mais ils savaient pas ce qu'il allait faire. On l'a lancé, puis on s'est dit, on va jouer le côté chef d'orchestre, les grands blancs, le spectacle de ouf. T'étais là, toi, Thierry? J'étais là, ouais. Et c'est d'étonner les gens. Et puis d'envoyer un message aux gens sur la culture créative à Ubisoft. Moi, Ubisoft, c'est une boîte qui fait bien sûr des gros univers à l'Assassin's Creed, les Tom Clancy, toutes ces choses-là, mais c'est aussi une boîte qui fait des From Dust, qui fait des Rayman Origins, qui fait des Child of Eden, qui fait des Scott Pilgrim, qui prend des chances sur toutes ces petites choses-là et qui croit énormément dans la culture de l'innovation, de la création. Donc c'est vrai que j'ai été aidé. C'est plus simple peut-être qu'autre part d'essayer de faire un Child of Eden. Et par exemple, suite à cette E3, un des trucs qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un tel effet à l'intérieur d'Ubisoft de gens, c'est génial, Child of Eden, que d'un seul coup, les gens disaient, mais on va en vendre des pâtes à caisse. Et ça aussi, faut pas dire ça. Parce que ce qui se passe quand on dit ça, c'est que les gens qui sont chargés de mettre les boîtes pour simplifier le truc en boutique, ils vont en mettre trop. Et puis du coup, un jeu va être considéré comme n'ayant pas marché parce qu'il va rester plein de boîtes pas vendues. Donc il faut essayer de trouver le bon milieu. Donc moi j'étais là genre non. Attention, il y a des prix et tout. C'est vrai, c'est parce que c'est un jeu différent, c'est parce que c'est le revival d'un truc. Mais je pense quand même que c'est un jeu qui s'adresse à un certain public de joueurs. Donc soyons raisonnables parce qu'il ne faut pas tuer ce type d'initiative au sein du BI. Donc c'était le gros truc. Et ensuite, après c'est la puissance de mise qui a fait le reste. C'est-à-dire que voilà, il arrive à un endroit, tout le monde a envie de le prendre dans ses bras. Ce gars-là, il est juste tout cool. Et en général avec la presse, tout le monde l'adore. Il n'est pas prétentieux, il est humble, il est cool. C'est un mec qui est à la croisée des arts parce qu'il n'est pas uniquement sur le jeu vidéo. Il fait de la musique, il fait d'autres choses, il fait de la vidéo. Voilà. Donc du coup, ça a vachement aidé et ça s'est bien passé. Je cherche du bois parce que je vois que c'est à côté. Voilà. Et c'est vrai que ça s'est bien passé, qu'on est content. Là, on a une nomination au BAFTA pour la plus belle innovation. Donc on va voir. On est en concurrence avec nous-mêmes, avec From Dust. Et pourtant, Eric et Chahi et Mizuguchi s'adorent. Hein, donc on verra qui va gagner. Et voilà, et donc c'était vraiment... et puis le truc sous-jacent, c'est la synesthésie, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'était le grand truc avec les couleurs, de faire relever les thèmes. On voulait, nous, notre grand truc, c'était que les gens jouent. Et à Rez, c'était un jeu hypnotique. Donc on s'est branché ou pas. Avec Child of Eden, la focalise était un peu différent. Il y a toujours ce côté hypnotique, mais on voulait surtout que les gens aient le sourire quand ils aient fini un niveau. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment un énorme changement. Quelle évolution! J'aurais jamais imaginé Ubisoft produire un premier Rez à l'époque en 99 sur Dreamcast. Ça me semble complet. Et là, ça semble presque normal. T'en parles, oui, on va voir Mizuguchi, mais en 99, Ubisoft ou quelqu'un d'autre en Occident, dur. Qui y serait allé, quoi? Oui, le truc avec le jeu vidéo aussi, c'est que c'est pas le jeu vidéo d'avant. En fait, maintenant, il y a plein de joueurs différents, donc il faut aussi... faut savoir s'ouvrir à certaines choses. Et tu sais, le truc de boîtes comme Ubisoft, c'est que on a toujours l'œil tourné vers l'avenir. C'est dur de prendre des paris. Il y a des jeux où on met des années et des années pour les faire, donc on prend des paris technologiques sur les trucs de dans 5-6 ans, et de faire des projets comme Child of Eden.
c'est s'ouvrir à une culture créative, la culture japonaise. Donc on peut apprendre. Ça marchait dans les deux sens. Nous, on était super contents parce que Mizuguchi faisait un reportage justement avec la NHK, qui est une chaîne japonaise, qui était sur le mélange des cultures créatives et comment ils bossaient avec Ubi. Et c'est vrai que là, on a vraiment bossé en coproduction. C'est pas un éditeur qui a demandé à Q de faire un jeu. On contribuait énormément des deux côtés. On bossait main dans la main. Et nous, on a appris des choses de Q sur la synesthésie, la musique, le call and response. Ça, c'est des trucs que lui connaît vachement bien, Mise. Nous, c'est méthodologie, prototype, parce qu'à l'époque, leurs outils n'étaient pas géniaux. Enfin bon, peu importe, des problématiques de production. Et on partage comme ça. Et en l'occurrence, Mise s'épaulait vachement sur moi pour tout ce qui est évangéliser, convaincre les gens. Il était là genre, vas-y. Toi, je sais que tu lâcheras jamais le truc, t'es un cerbère. Et en effet, je l'ai pas lâché, puis ça marchait bien. Et avec Mizuguchi, au fil des années, tu sais, quand tu fais un jeu comme ça, il y a des moments de bonheur, il y a des moments de souffrance parce qu'il y a plein de choses que tu veux faire que tu ne peux pas faire ou tu peux pas avoir les sous. Enfin bon, c'est toujours des histoires différentes. Puis on est devenus amis. En plus, c'est arrivé à une période de ma vie, moi, où il y avait un gamin, plein d'autres choses, il a pu le découvrir ensemble. Et puis, quand on fait un jeu avec Mizuguchi, on va vivre des moments exceptionnels. Et c'est pas forcément quand on fait le jeu, c'est dans tous les à côté. C'est-à-dire qu'on fait des réunions et puis on va au restaurant pour fêter une réunion qui s'est bien passée parce que le projet a le droit d'aller plus loin, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et on allait au resto, puis le soir, je me souviens d'un soir en janvier, il y a 2 ans à peu près, il neigeait de folie. On va au resto et puis on était avec plusieurs personnes de Q, avec ma femme Nadia, et puis on marchait dans les rues et Mise était là, genre il neige, c'est trop cool de voir Paris sous la neige. Et on a marché 4 heures à enregistrer les bruits de la neige qui tombe, enfin des trucs à la Mise. T'es là genre ok et ça laisse des souvenirs indélébiles parce que c'est absolument génial, Pareil, on a après le 3 dernier, on est resté avec Thierry à l'E3 et puis on est descendu voir un ami à moi de l'époque Shiny. Avec Mise, et puis on a été faire du disc golf avec un autre ami à nous qui s'appelle Victo. Enfin voilà, je sais pas, c'est pour faire des bons jeux, l'humain pour moi c'est vital. Faut comprendre la personne qui est en face de toi, sa culture créative, ce qu'elle aime, comment, parce que sinon tu vas pas dans le même sens et surtout t'as pas le respect de l'autre. Donc si tu l'écoutes pas, tu sais pas ce qu'il veut faire. Et ça passe pas que par les séances de travail, ça passe énormément par tout ce qu'on fait à côté, parce qu'on découvre vraiment le vrai côté humain des gens. Mais bon, ça c'est moi ça. Parlons un petit peu de Lumines. C'est donc Lumines Electric Symphony là qui vient de sortir sur Vita. Donc on a l'occasion de l'essayer un petit peu. Est-ce que tu parlais est-ce que du coup le fait d'avoir travaillé sur Child of Eden, ça a aidé quelque part le développement de Lumines sur PS Vita? Mais c'était l'idée en fait. On ne voulait pas. Ça aussi c'est Ubisoft. C'est Ubisoft aussi, ouais. Oui, tout à fait. Mais justement parce que moi dans l'idée de ce que j'avais vendu en tout cas à la direction d'Ubisoft, c'était d'essayer de créer une relation sur le long terme parce que quand on se connaît bien, c'est comme la métaphore est pourrie, mais j'espère que la deuxième fois qu'on se marie, si on doit se divorcer, on a au moins appris quelque chose. Donc quand on fait une création, on est censé avoir appris par reproduire les mêmes erreurs. Ouais. Et malheureusement, souvent, dans les relations éditeurs-développeurs, ça change et on construit pas. Et moi, avec Mizuguchi, on avait envie d'essayer d'inscrire ça dans la durée, d'apprendre. Et donc pendant qu'on faisait Child of Eden, il y a l'annonce de la Vita, et historiquement, Lumines, c'est un jeu PSP. C'est un jeu PSP que tout le monde associe à ça, tout le monde y a joué, c'était tout à fait dans la PSP, c'est portable, t'écoutes de la musique, t'as un trip visuel, c'est passer le temps, c'était parfait pour le métro, pour plein d'autres choses. Donc quand on a vu Vita, alors on était dans la merde quand même, parce que on avait très peu de temps, on avait la version PlayStation 3 de Child of Eden à faire avec Move et de la 3D stéréoscopique, et ça on a fini pour septembre. Voilà, et puis il faut imaginer que quand un jeu sort en février, nous il faut qu'on les finisse en décembre, parce qu'il faut en fait l'envoyer au constructeur et que les jeux soient faits et tout. Donc, parce que c'est encore un jeu en physique. De quoi ? Ce qu'on peut montrer, c'est encore un jeu physique. C'est un jeu physique. Tu peux le télécharger également. On peut le télécharger aussi. Je crois. Je suis même pas sûr. Ça, c'est vous qui savez mieux ça en fait. Voilà. Donc ça, faut le produire, du coup, faut le fabriquer. Faut le fabriquer, ça prend du temps de faire tout ça. Et en plus, il y a toute une série de règles quand on fait un jeu sur une console qu'il faut qu'on respecte, et enlever les bugs. Enfin, c'est un très long processus. Donc on avait commencé un peu avant la fin. Aussi, nous, on croit dans l'innovation, donc il fallait pas non plus que ça soit un portage débile de Lumines en utilisant les vieilles tracks, les mêmes trucs. Il fallait faire évoluer le style, il fallait utiliser écran tactile, on avait avec Mise, on a un truc qu'on n'a pas pu faire dans Child of Eden, c'est qu'on voulait mettre plus
de features sociaux online. C'est très, au final, c'est pas du tout comme ça, Chelvedon, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Dans Lumines, pour nous, c'était apparent qu'il fallait mettre du street pass, qu'il fallait faire de l'asynchrone. Quand j'allume ma console. On peut dire ouais, c'est Nier. C'est Nier, oui. À force de collectionner des chapeaux sur 3DS, je dis street pass partout. D'accord. Mais donc sur Nier, et donc l'idée là, elle était de dire, quand Thierry et moi on est amis, on a tous les deux une Vita, je veux quand il allume son Lumines qu'il voit si j'ai eu un meilleur score sur tel skin, de telle manière. Il y a un système d'expérience maintenant, c'est ça? Oui, il y a aussi tout un système de points d'expérience. Là, c'était pareil. Tu peux te comparer aux autres, tu peux offrir des choses aux autres à travers Nier. Enfin, on voulait qu'il y ait plus d'interaction et surtout un truc dont on est super fier. Et on a des challenges globaux, c'est-à-dire que la Terre joue, comme on peut repérer certains trucs, on compte les choses et c'est un peu comme dans Nobi Nobi Boy. C'est toute la communauté qui débloquait la prochaine planète. Et ben là, c'est pareil. Ouais. Voilà. Et on a mis quelques nouveautés. Alors là, c'était marrant sur le Lumines parce qu'on s'est retrouvé confronté à un truc qui est: est-ce que l'innovation, c'est vraiment génial dans un Tetris? Dans un puzzle game. Tellement, dans un puzzle game. Parce que si tu mets trop de nouveaux trucs, et c'est vraiment des jeux mécaniques qu'on joue pendant des heures, des puzzle games. Là, pour avoir essayé un petit peu les innovations à l'écran tactile, j'ai pas trop compris, quoi. Voilà, mais j'ai joué comme d'hab. Mais voilà, t'as fini par jouer. Bah, alors là, c'était aussi par respect de la plateforme sur laquelle ça vient, de mettre du tactile, mais on a mis 2 nouveaux types de blocs. Et ça, on avait stressé, on était là, genre, est-ce qu'on les met? Est-ce que ça a cassé la dynamique de jeu? Après, il faut beaucoup de temps pour jouer, t'as pas beaucoup de temps pour faire le jeu. Donc t'es là, genre, est-ce qu'on l'a assez essayé? Est-ce que c'est vraiment fun? Donc en fait, on est content parce qu'a priori, là, on fixe les tests de la planète entière. J'ai joué qu'un soir, hein, je les ai pas vus encore. J'ai vu les trucs qui cassent là, comme d'hab, là, pour faire un peu le ménage. Ouais. Et les autres, c'est Il y a un randomiseur sur lequel ça, c'était le plus gros truc. C'est genre, c'est un truc qui tombe et qui réinverse un peu de façon aléatoire les blocs. Ah, ça réorganise les... Ça réorganise. Donc ça passe ou ça casse, hein. T'as un petit avatar qui gagne de l'expérience et tu peux débloquer, en fait, certains pouvoirs à un certain moment. Exactement. Ça aussi, c'est nouveau. En fonction de tes niveaux. Donc tu peux lancer des pouvoirs. Il y a ça qui est nouveau. En utilisant l'écran arrière. D'accord. Voilà, c'est ça. Ça, c'était l'idée. Et encore une fois, là, on était confronté aux productions en termes de temps et aussi respecter les fans de Lumines parce qu'on savait qu'ils s'attendaient à quelque chose. Alors, on a plutôt voulu les étonner sur la musique et essayer de faire une playlist moderne. Et on s'arrêtera sur la tracklist en effet parce que sur un jeu comme Lumines c'est essentiel. Et là, pour le coup, genre c'est pas mal. C'est pas mal. Déjà, ça commence avec Orbital, donc qui est la musique qui a fait la musique pour le menu. Et on a également une tracklist de ouf. Donc là, j'ai les noms. Il y a un remix des Pet Shop Boys. J'ai remarqué ça. T'as remarqué ça? T'es fan des Pet Shop Boys? J'aime bien les Pet Shop Boys. Donc il y a vraiment plein de gens. Il y a Air par exemple qu'on connaît très bien. Donc Orbital qu'on a cité. Il y a Goldfrapp, il y a Kenichi. Non, mais ça, alors, bien sûr. Dans la playlist, il fallait qu'il y ait plein de choses. Il fallait déjà des hommages au passé de... Il y a des hommages au passé de Mizuguchi, tout simplement. Ça, c'est Kanishi, c'est Ceres. Il y a des hommages au passé d'Ubisoft. Là, on est dans Amon Tobin. Mais honnêtement, Amon Tobin... Donc, c'était Splinter Cell, Chaos Theory. Mais ça va plus loin que ça. Amon Tobin nous a un peu aussi inspiré pour le jeu Lumines, parce qu'il fallait qu'on ait une nouvelle approche graphique sur les skins. Ouais. Et en fait, il y a une vidéo qui tourne en ce moment d'un live d'Amon Tobin depuis quelques mois, qui est absolument géniale. On va la voir. Comme des blocs. Elle est fabuleuse. Et rien que pour ça, parce qu'on l'a regardé 3000 fois chacun, avec Mizuguchi et James, on était là genre, ok, il faut qu'on mette du Amon Tobin, quoi, tu vois. Il faut qu'on le remercie parce que ça nous a inspiré. James, qui est le producteur du jeu. Voilà, James Milkey. Un ancien journaliste. Un ancien journaliste de OneUp aux États-Unis. Et alors lui, qui a aussi un peu bossé sur Chelvedon. Donc il a énormément bossé, énormément travaillé sur Lumines. Et avec lui, on a passé des journées entières chez moi à écouter de l'électro et à se dire ok, alors moi j'étais là genre attends, tu connais ça? Ben là justement Orbital, alors ça c'était moi qui étais à fond. Faut savoir que Orbital, je surkiffe ça. On n'a même pas expliqué le concept de Lumines, mais je pense que les gens connaissent. Non, c'est bon, et de toute façon on en parlera dans d'autres émissions. Non, mais moi j'adore Orbital parce que j'ai été voir un festival d'électro en 98 qui s'appelait Coachella, où il y avait certains des artistes qui sont là. Il y avait BT, qui est un artiste que j'ai découvert là-bas. Il y avait Orbital et avec un autre très bon ami à Thierry et moi qui s'appelle Jean-Michel, on était fous d'Orbital et on pensait qu'Orbital ça faisait des vraies images dans la tête, ça racontait des histoires, enfin bon bref. Idéal pour un jeu comme Lumines. Idéal pour un jeu pour Lumines, donc c'était clair qu'il fallait le faire revenir. Et puis alors, les Chemical, moi j'y tenais spécifiquement parce que c'est peut-être un des plus beaux moments musicaux de ma vie. Et puis c'était dans le désert Coachella et je me souviens que c'était après une pause. Encore une expérience mystique. C'était 48 heures d'électro. Et sur les 2 jours, il y avait une pause à chacun des jours. Un des jours, ça a été Rage Against the Machine. Bon, c'est pas vraiment une super pause, hein, ça bouge à fond. Ouais. Mais surtout, on s'est retrouvé toute l'électro. Il y avait 5 scènes, c'est arrêté. Il y a Ben Harper qui a joué pendant 1 heure à la guitare. Je sais pas si t'imagines, pendant le coucher de soleil. Moment mystique. La nuit tombe. Donc, tu as les étoiles et tout. Et puis là, il y avait un triptyque d'écran. Je m'en souviendrai toujours, avec des couleurs qui commencent à flasher et des ombres de mecs et de nanas en train de danser, puis t'entends « Hey boys, hey girls ». Et là, t'as
20 000 personnes qui commencent à sauter en truc, ces gens, c'est juste pas possible. C'est un des plus beaux moments de ma vie de clubbeur, on va dire. Et c'est pour ça qu'il fallait que ça soit là. C'est pour ça qu'on l'a montré au TGS, parce que on trouvait que ça appelait, que c'est la synesthésie. C'est vachement dans ces On va peut-être, tu voulais... il y a une idée géniale quand même. Ouais. Il y a un pourcentage de clear. Ah oui. Ça, merci à celui qui a eu l'idée, parce que tu sais, avant, tu t'avances, et tu sais pas quand tu finis le niveau. Ouais, tu sais jamais. je vais te Là, dire. tu sais maintenant. D'accord. C'est pas nous qui avons eu l'idée, hein. Tout simplement, on a été regarder sur Internet tout ce que les gens reprochaient à Lumines. Ah, d'accord. Et puis, Donc tu as et en participé l'occurrence, quelque voilà. part. Ouais, non, moi je me suis pas plaint. moi. C'est les fans qui ont participé parce qu'on fait toujours ça, on est toujours à l'écoute, surtout sur des séries qui sont déjà en place. Et donc, quand la météo sur 3DS du coup? Parce que les deux jeux sont censés se Je répondre. sais pas. Il veut pas lâcher l'info. Non mais c'est pas ça. Déjà, il fallait faire des choix. Q, c'est une petite équipe. Lumines, il y avait la Vitala, et puis c'est toujours bien d'être là à la sortie d'une console parce que tu étais vraiment. Déjà, c'est une belle opportunité pour un jeu. J'étais porté par la nouveauté de la machine, et puis surtout, c'est une petite équipe, et puis on a plus envie de faire des nouvelles choses. Donc, je peux pas en parler, mais on est en train de voir si on pourra vous apporter encore un truc étonnant d'ici. Dans l'avenir, je sais même pas combien de temps. On compte sur toi pour le faire. Merci beaucoup Tommy, de rien. D'avoir accepté de participer à cette émission. Merci Alex. Merci. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Ciao.